Nous sommes toujours sur JMTV+, merci de nous rester fidèles. Notre invité du jour est Boris Berthaud, auteur de Main basse sur la démocratie, qui est son 3e livre. Je ne me trompe pas, Boris, hein? Il y avait eu 2 autres livres avant, oui, hein? L'un sur le Darfour et l'autre sur le scandale de l'avion présidentiel. Ah, l'avion présidentiel. Il n'y a que des scandales, hein? Ça n'arrête pas, hein? Nous allons maintenant parler d'un 4e chapitre dans ce livre qui est Maurice Kamto se dévoile. De quoi parlez-vous? Dans Maurice Kamto se dévoile, c'est en fait le moment où c'est juste le moment qui précède la convention, mais également c'est le moment qui fixe cette trajectoire, où clairement il s'affiche comme l'adversaire du pouvoir. Mais je crois, personnellement, peut-être je ne le dis pas dans l'ouvrage, du moins je ne formule pas de manière écrite cette analyse. Je pense que sa sortie du gouvernement, les interdictions auxquelles il a fait face, notamment lorsqu'il convoque la presse pour expliquer les raisons pour lesquelles il a choisi de démissionner du gouvernement. Je crois également que la répression à laquelle il fait face au lancement de son parti politique, l'ont clairement radicalisé, pas radicalisé dans le bon sens du terme, l'ont convaincu qu'il était sur le bon chemin. Qu'il était sur le bon chemin, mais également ont renforcé sa détermination à véritablement afficher sa volonté de créer un rapport de force face au pouvoir central. C'est pour ça que je parle en vérité de dévoilement. Dévoilement. Alors, ensuite, les manœuvres du dauphin présumé. Qui est le dauphin présumé? C'est toujours Maurice Kamto ou quelqu'un d'autre? À cette époque, c'était René Emmanuel Sadi. Ah, d'accord. Ces 2 chapitres, il y a pratiquement 2 chapitres qui sont consacrés à cet épisode. Un journal dont on trouve dans le nom Afrique en parlait à l'époque comme étant le successeur potentiel. Oui. Je ne sais pas sur quoi il s'est basé. Oui, parce qu'il y avait... il faut savoir que la bataille de 2011, l'opération Épervier, qui est conduite entre 2007 et 2011, vise également à éliminer politiquement du jeu certains acteurs qui sont pressentis pour 2018. Vous parlez de qui? Olangena? Marafat? Non, Marafat. Je pose des questions, je pose des questions. Hein? Ok, vous pouvez voir Mebara, comme Olangena, Niababa, et ce qu'on qualifie de G11, une nouvelle construction du pouvoir justement pour étiqueter des individus. Et donc, après 2011, nous sommes dans la perspective du remplacement de M. Biya au sein du RDPC déjà oui. Il y a clairement des gens qui affichent cette volonté, et des gens pensent que ce sera Sadi, parce que Sadi quand même bénéficie d'un parcours assez intéressant, c'est-à-dire que comme ambassadeur, conseiller diplomatique, proche conseiller de M. Biya, un homme de l'ombre qui voyage avec lui couramment. Il est affecté après au secrétariat général du comité central du RDPC, et puis il passe ministre de l'administration territoriale. Il est réputé être très discret, qui parle très peu aux médias. Un peu comme Biya l'était avant. Tout à fait, un peu comme M. Biya l'était avant. Il n'a pas l'air exubérant, ni n'affiche pas sa logique consumériste et tout le reste. Donc ça dit en fait à un profil qui peut intéresser M. Biya, et donc entre 2014 et 2016, entre 2013 et 2016, si vous voulez, après le lancement du MRC, Sadi s'affiche clairement comme quelqu'un qui a le potentiel de remplacer M. Biya. Et là, il est ministre de l'administration territoriale. C'est-à-dire qu'il contrôle les préfets, il contrôle l'appareil administratif, il peut donc tolérer des manifestations, tout comme il peut les interdire. Tout simplement. Et donc, c'est assez pour ça que je parle de la bataille avec le dauphin putatif, parce que ça va clairement s'afficher comme quelqu'un qui est anti-Maurice Kamto.
Et c'est également dans cette période-là qu'on voit très bien, si on compare cette période de 2014 et 2016 aux interdictions auxquelles fait face le MRC depuis janvier, on se rend à l'évidence que nous sommes dans une suite logique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un faisceau d'interruption. Non, on voit très bien que depuis des années, en réalité, on ne tolère pas le MRC dans l'espace public au Cameroun. Et comment arrive l'élimination de ce dauphin presque désigné? L'élimination arrive par son remplacement à la tête de l'administration territoriale, parce qu'il faut le dire, M. Sadi s'est révélé en fait être un incompétent. Un incompétent. Un incompétent, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est quand même assez dommage dans la manière avec laquelle M. Sadi a géré le ministère de l'administration territoriale, mais plus particulièrement la crise anglophone. Non seulement vous avez un individu qui est clairement au cœur de la crise, mais qui ne s'y rend jamais. Il ne s'y rend jamais. Pourtant, on a une partie. Il est vraiment comme M. Billard, hein, et on ne le voit jamais. Voilà. C'est pas son fils par hasard. On a une partie du territoire qui menace de faire sécession. On a des bandes armées qui ont pris en otage, qui prennent en otage des populations, qui contrôlent des espaces. On a une armée républicaine, nationale autant pour moi, qui est en guerre contre des groupes armés et tout. Mais vous n'avez voyé pas le ministre de l'administration territoriale, première chose. Deuxième chose, en janvier 2017, Sadi prend une décision qui, de mon point de vue, est le déclencheur de tout ce que nous vivons aujourd'hui dans un anglophone, l'interdiction du consortium. C'est-à-dire que le consortium avait basé sa résistance sur la non-violence. Ce consortium, c'est ce groupe d'avocats qui... enseignants, défenseurs des droits de l'homme. C'est que l'enfant qui est en CM2 comprenne bien un autre groupe français, d'accord? Voilà. C'est ces organisations, tout ça qui militaient de manière pacifique pour une meilleure prise en compte des problèmes des anglophones. Ils décident d'interdire le consortium. Le consortium qui était en fait la branche modérée de la contestation style anglophone, parce qu'il faut dire que depuis des années, des gens appellent également à la prise des armes. Donc, mais on avait l'interlocuteur du gouvernement, c'était ce consortium conduit par Agbobala, Fontaine-Liba et autres. On les arrête en janvier. Et j'explique cet épisode dans le livre. Et ce qui est frappant, c'est que 2 jours avant leur arrestation, le consortium fait un communiqué où ils indiquent clairement que des négociations sont avancées avec le gouvernement et que les choses rentreront à la normale, notamment la fin ce qu'on appelle les ghost towns, villes fantômes, où personne ne va aux occupations. Personne sort la fin des villes mortes, on veut dire. Ghost town, c'est ça. Enfin, tout à fait. Donc, il disait justement qu'on pourrait avoir la fin du ghost town dans les prochains jours. Donc, on voit très bien qu'il y a une certaine ouverture chez ces leaders du consortium des anglophones. Mais ils sont arrêtés. À la demande de René Sadi, donc. La décision est prise par M. Sadi d'interdire le consortium et procéder à l'arrestation des leaders. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, Boris Berthaud. Permettez-moi de vous couper, s'il vous plaît. Ce consortium qui annonce la normalisation des choses dans quelques jours est fait arrêter par René Sadi qui appartient au gouvernement qui discute avec le consortium. Est-ce que cela signifie que lorsque le gouvernement discute avec le consortium, M. Sadi n'est pas dans la salle? Tout à fait, c'est ça. Ce sont ces incohérences managériales qui amènent à s'interroger sur le leadership qui est en cours au Cameroun. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas discuter avec des gens qui vous arrêtent le lendemain. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'arrestation du consortium des anglophones a contribué à radicaliser les anglophones. Et aujourd'hui, nous sommes à un tel point où les modérés n'ont plus pignon sur eux. Et beaucoup de modérés sont devenus, entre guillemets, nationalistes anglophones, si vous voulez. Donc c'est de ça qu'il est question. Et on voit très bien qu'il y a eu beaucoup des erreurs de management de cette crise-là dès le départ. Et M. Sadi est principalement responsable de cela.
et c'est pour ça qu'il sera limogé, mais également on a eu beaucoup de résistance du MRC en dépit de ces interdictions. L'interdiction par exemple de la venue de Kamto à l'Est, Kamto aussi est rendu. On a eu le meeting de Bafoussam également qui a été interdit par des manœuvres et autres. Kamto aussi est rendu. Donc il y a eu des gens dans cette période, un peu ce que M. Atangandi essaye de faire. C'est ça qu'il faut pour mieux comprendre ce qui arrive aujourd'hui. Il faut vraiment prendre la question de Kamto et du MRC sur plusieurs années. Le duel qu'il y a entre, j'espère qu'on le racontera un jour, entre Maurice Kamto et Atangandi est le même duel qu'il y a eu à une époque entre Maurice Kamto et René Sadi. Et aujourd'hui, nous connaissons où sont les uns aujourd'hui. Donc, c'est clair que Kamto va remporter cette bataille contre Atangandi. Vous le dites comme si vous le saviez en avance. Vous avez une boule de cristal ou non, quoi? Ce sont les faits. C'est la belle montre que vous avez là qui vous indique des choses. Ce sont les faits qui permettent de faire cette projection. C'est-à-dire que lorsqu'on rentre dans le passé, on essaye de voir quelles sont les mobilisations politiques, quels sont les discours, quelles sont les résistances orchestrées par le MRC et Kamto face à René Emmanuel Sadi, et vous essayez de voir également la résistance face à Atangandi. On se rend très bien compte que, vu le contexte national et international, qu'au terme, Atangandi ne tiendra pas. Parce qu'Atangandi, en réalité, sa place n'est pas dans un gouvernement, mais en prison. Comment ça, en prison? Parce que c'est un bandit. C'est pas moi qui le dis. C'est la CONAC qui le dit. Mais la CONAC, dans un de ses rapports, a clairement indiqué que M. Atangandi doit être arrêté. Ce n'est pas Boris Berthold qui le dit. C'est une institution de la République. Donc la place de M. Atangandi est en prison. La CONAC est la Commission nationale anticorruption. Voilà, anticorruption mise sur place par le président Biya. Le président Biya. Pour arrêter les délinquants financiers ou les bandits. Pour traquer les délinquants. Il y en a beaucoup là. Tout à fait. Tout le monde devrait être en prison. Hein, Boris Berthold, je ne sais pas si vous le savez, pour avoir 1 milliard de francs CFA, il faut avoir mis de côté chaque mois 3 millions durant 27 ans, 6 mois et 9 jours. Nous avions calculé, cela nous avions 15 ans, 16 ans avec Wanko, Guy Bertrand et Jean Taffé, on l'avait calculé comme ça au Seti d'Angoy qu'il est. Alors lorsqu'on voit la valeur de la baraque d'un homme qui travaille pour le gouvernement aujourd'hui, on s'est dit, dis donc, qu'est-ce qu'il a fait pour gagner cet argent, surtout qu'on sait quel salaire. Donc, et la CONAC, vous n'avez même pas besoin d'enquête, allez sur cette base, vous arrêterez tout le monde au Cameroun. Bon, voilà, on a dit que... Oh, bon, Maurice Kamto prépare le face-à-face avec Biya. Est-il en train de le préparer ou le préparait-il hier? Non, justement, puisqu'il y a une dimension très chronologique dans mon récit, peut-être il y a ma formation d'historien. Donc, à ce moment, en fait, je raconte tout ce que M. Kamto et le MRC ont entrepris avant l'élection présidentielle, c'est-à-dire que à la fois les meetings qu'il a organisés un peu partout dans le Cameroun, parce que Maurice Kamto est l'homme politique qui a fait le tour du Cameroun. C'est ça qui est intéressant dans ce on en a parlé ici, oui, en effet. Il connaît le Cameroun aujourd'hui. Il connaît le Cameroun de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Il y a eu cette démarche, mais également il y avait la formation de la coalition. Parce que Kamto a toujours dit qu'on ne peut pas battre Biya si on n'a pas autour de soi des personnes appartenant à plusieurs entités. Donc c'est pour ça que je parle de préparer le face-à-face avec M. Biya. Et quand on lit ce chapitre, on voit très bien que c'est un homme prêt qui affronte M. Biya le 7 octobre. C'est quelqu'un qui a ménagé sa monture. Et il s'est bien entouré, visiblement. Visiblement, il est très bien entouré. Même si certains disent que son parti est un parti bamileke, qu'est-ce que vous en dites? En anglais, on parle de processus d'étiquetage, labeling process. Et le processus de labeling vise en vérité à créer des catégories sociales ou des catégories politiques qui vont être exclues ou qui peuvent être discriminées ou marginalisées. Donc les catégories ou les constructions de catégories dans le jeu politique obéissent d'abord aux dynamiques de pouvoir. Pour parler donc simplement, en catégorisant le MRC comme parti tribal, ce qui n'est pas du tout vrai, l'ambition du pouvoir central à Yaoundé
est de mettre sur pied des mécanismes discursifs qui vont entraîner un rejet de ce parti par d'autres communautés politiques ou communautés ethniques. Donc là, ce sont les enjeux de pouvoir qui se situent autour du discours et du langage, parce que en vérité, le MRC est un parti très hétéroclite, c'est-à-dire que de la tête jusqu'à la base. Donc, moi, je ne m'intéresse pas beaucoup à cette question. C'est simplement de la distraction. Cela intéresse les populations et cela intéresse les journalistes que je suis. Tout à fait. Ce qui fait que j'ai essayé de voir l'organigramme de ces émotions. Et je me suis dit, on peut mettre des faux noms. J'ai téléspectateur, j'ai vérifié et j'ai parlé à chacun du bureau du MRC. Et je n'en trouve pas beaucoup d'Américains. Parce que c'est pour ça que je parle de distraction dans l'optique de déplacer le débat sur la gouvernance de M. Biya, sur l'échec, sur l'effondrement moral, social, politique, économique du Cameroun, vers la question rivale. C'est tout. Donc, c'est pour ça que je parle toujours rester Fagos sur le sujet. Il y a un an toujours, Eric Tchindje était là et nous déclarait, d'ailleurs le titre c'est il y a 20 ans, Paul Biya savait que le tribalisme était un fléau pour le Cameroun. Ça c'est le titre de l'émission avec Eric Tchindje. Il le savait, mais il l'a utilisé pour asseoir sa longévité au pouvoir. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration d'Eric Tchindje? Oui, c'est pas. Et il faut dire également que c'est même pas seulement M. Biya, c'est-à-dire que en Afrique francophone et même en Afrique subsaharienne, dans une certaine mesure, la plupart des pouvoirs politiques bâtissent leur hégémonie sur l'instrumentalisation des identités ethniques. Et tout simplement parce que cela permet à ces leaders d'obtenir une certaine base qui leur permet de rester au pouvoir le plus longtemps possible. C'est tout. Donc leur préoccupation à ce moment n'est plus de construire une nation, mais plutôt de resserrer les rangs d'un groupe. Le groupe, à ce moment, considère que le pouvoir l'appartient. Donc, c'est pas... Ça à quoi on assiste au Cameroun aujourd'hui. C'est pas seulement une question camerounaise, si vous voulez. Je vais même vous ajouter que politique. J'ai interviewé Maître Dima, qui est le conseil de Abakar Tolimi, qui est du même groupe ethnique qui dit se débit au Tchad, mais il est sorti des clous et aujourd'hui il est contraint à l'exil. Il est en France où sa demande d'asile a été rejetée, il est même poursuivi par la France. Le système France-Afrique marche. Même sur les terres des droits de l'homme, on appuie le système France-Afrique contre ceux qui ont été dissidents du régime démocratiquement nommé là-bas et le peuple démocratiquement informé. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est partout en Afrique noire francophone, ça marche comme ça. On espère que ça va s'arrêter un jour. Espérons-le. Bon, avant cela, avant ce face-à-face préparé, il y a eu cette histoire de 14 milliards. C'est quoi cette histoire de 14 milliards que Camto aurait détourné? Non, mais les 14 milliards, c'est également une autre machination d'officine au sein du pouvoir. Il n'y a jamais eu une affaire de 14 milliards. 14 milliards, déjà, c'était même pas le montant du marché qui était, je crois, de près de 45 millions. Donc, on prêche le faux, juste pour jeter de l'opprobre sur l'individu. Expliquez-nous dans l'histoire de 45 millions, c'était quoi? Il y a un marché pour élaborer 3 côtes. Le marché est financé par le programme des Nations Unies pour le développement. Maurice Kamto est ministre délégué auprès du ministre de la Justice. Et lorsque la commission siège, Maurice Kamto n'est même pas au Cameroun. Maurice Kamto est en train de préparer une candidature à l'international. Donc il était au Canada, après il est parti aux États-Unis. Et la commission décide d'octroyer le marché au cabinet Brentrost. Le cabinet Brentrost, dont Maurice Kamto est également l'un des fondateurs, mais depuis 2000. Ce cabinet qui est basé où? À Yaoundé. Mais un cabinet qui a fait des consultations, qui fait majoritairement les consultations à l'international. À l'international et donc le cabinet Maurice Kamto, à la tête duquel se trouve le professeur Grégoire Diogé, soumissionne comme tout cabinet. Tout cabinet, oui. Et c'est son cabinet qui est retenu, c'est-à-dire que c'est tout. Et on lui octroie le marché à Grégoire Diogé, mais la polémique intervient parce qu'il y a une polémique sur le code pénal.
C'est-à-dire que le texte est critiqué. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que la version du texte n'est pas la version proposée par le cabinet. Ah bon? Ça, c'est ce qu'on ne dit pas. Est-ce que nous pourrons avoir la version proposée par le cabinet? Il faut se rapprocher près du cabinet. C'est ce que nous allons faire chez les téléspectateurs. C'est de cela qu'il est question. Et donc la critique qui émerge après l'élaboration de ce code entraîne le pouvoir qui est affaibli, décide de jeter cette information dans l'opinion publique. Et il faut voir, je le dis dans le livre, il faut voir la réaction de M. Laurent Esso à l'Assemblée nationale qui est assez intéressante. Non seulement il refuse de donner les vrais chiffres du marché, mais en plus de cela, il ne restitue pas la vérité sur le mécanisme de passation de ce marché. Et ils se contentent simplement de dire qu'ils vont regarder à leur niveau. Pourtant, les questions au gouvernement leur sont adressées bien avant et ils sont informés. Chers téléspectateurs, je prends engagement ici d'envoyer cette émission à M. Laurent Esso. Pour lui permettre de réagir, s'il voudrait réagir, je vais la lui envoyer. S'il ne recevra même pas. Il recevra, ne vous inquiétez pas. Non, s'il ne reçoit même pas ça avant vous, après que vous ayez mis en ligne, donc ce sont les services, donc c'est normal, oui, travail. A tout dit, travail quand il s'agit des JMTV+, hein, si vous n'avez pas idée du nombre de coups de fil que je reçois, je recevais il y a une semaine avant vous Kamwa la Panthère, juste avant le début de mon émission, mon téléphone a sonné. J'ai dit à Kamwa la Panthère, regardez, ça n'arrête plus. C'est comme si j'avais mis un truc ici chez moi pour voir qui je reçois. Je sais pas, nous sommes en France, j'ai le droit de recevoir. Mes émissions se passent dans mon petit salon, vous le savez. Venez vous aussi vous exprimer au lieu de m'espionner. Voilà, on a dit le truc comme il fallait. Boris Berthaud, il y a plusieurs chapitres ici. Le but marqué. Le but marqué, c'est quoi? C'est cette annonce de sa victoire par Moïse Kamto, c'est ça? Oui, c'est cette annonce de sa victoire. Le 8 octobre, c'est ce qu'on peut qualifier d'élément déclencheur. C'était inédit, c'était inattendu et c'est ça qui bouleverse, qui change toute la donne parce que c'était inédit. Alors ce jour-là, je ne me souviens plus quel média était présent pour capter le discours du but marqué. Tous les médias étaient présents, c'est-à-dire que c'était... Je raconte un peu ce qui se passe entre le 7 octobre, la nuit du 7 octobre au 8 octobre, à la déclaration. Il y a justement dans l'état-major du MRC, tout ce qui se dit, tout ce qui se fait. Je ne peux pas donner ces détails parce que ce sont des détails très croustillants à lire qui sont dans nos livres, même pas sur la démocratie. Ne le manquez surtout pas. Donc il y a justement cette volonté de faire quelque chose. Je vais résumer ça comme ça. C'est-à-dire, les gars... De poser un acte, en fait, fort. De poser un acte fort. C'est-à-dire que Maurice Kamto et ceux qui sont autour de lui se rendent très vite compte dans la nuit que le pouvoir a décidé de voler l'élection. Très vite compte, aux alentours de 23 heures déjà. Ils ont déjà les chiffres. Ils ont les chiffres qui leur donnent déjà gagnant. Mais ils sentent très bien que le pouvoir va faire quelque chose. Ça va être comme d'habitude, quoi. À 2 heures le matin, ils prennent une décision. Et c'est cette décision qui est prise à 2 heures qui sera changée à 3h30, qui change le cours. C'était quoi cette décision de 2 heures du matin? C'est dans le livre. C'est dans le livre. Contre, c'est téléspectateur. Il me fait languir comme vous, ce Boris Berthaud. Et donc, ça, c'est cette décision ces deux décisions sont prises entre 2h et 3h30 qui changent tout le cours de l'histoire que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et dans le matin, toute la presse est là. Je peux vous dire que les journalistes ne savaient pas, y compris la presse internationale, personne ne s'y attendait. Même les cadres du MRC ne savaient pas ce qui se passe. C'est vraiment une opération qui a été gérée, si vous voulez, par 6 personnes. 6 personnes. Des personnes clés. Oui. Qui sont toutes en prison aujourd'hui, je suis sûr. Oui, tous ceux qui ont été associés à... Non, pas tous. Je parlais des 6. Pas tous. Parce qu'il y a d'autres qui étaient en prison qui n'étaient pas là. Mais je dis les 6, le noyau là. Oui, le noyau est en prison. Tous n'étaient pas là cette nuit-là. Tous n'étaient pas là. Est-ce qu'on va en savoir plus en lisant même bas sur la démocratie? Tout à fait. Oh Jésus-Marie-Joseph, il va me faire lire ce livre rapidement. Je vais le lire, j'ai hâte de savoir. Bon, alors, maintenant,
l'arbitrage central donne 32 buts à Paul Biya. Ce sont les PV, vous parlez des PV là. Ce sont les PV contestés et c'est ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas construire une société sur le mensonge, sur le vol. C'est parce qu'il y a une question de valeur, il y a des messages qu'on envoie à la jeunesse, il y a des idéaux de vie. On a tous vu, c'est-à-dire que c'est même les fois passées, c'était en catimini, c'était dans ça, et l'opinion nationale et internationale n'était pas parfois au courant de ce qui se déroulait dans cette salle du Conseil constitutionnel. Mais là, c'était à la télévision. Et on a tous vu comment on a été incapable de produire 35 procès verbaux originaux. C'est terrible ce pays, c'est un pays dans lequel 32 PV, 32 gigas qui se transforment en 500, tout tourne autour de 32. Et aujourd'hui, on a tous vu que ces 32 PV qui représentent près d'1,3 million voix ont permis à M. Biya de remporter l'élection présidentielle. Et on demande à des gens sérieux, à des gens honnêtes, d'accepter ce vol en Mondovision. C'est-à-dire qu'il y a dans cette affaire des 32 PV, il y a une question morale qui est essentielle. Allons-nous continuer à tolérer le vol? Devons-nous rendre justice à ceux qui méritent? Il y a un enjeu moral qui est essentiel, éthique même pour la société camerounaise. Pourquoi nous pouvons être certains que quelqu'un a volé et nous acceptons, nous baissons les bras? Pourquoi nous créons le droit? Pourquoi nous avons des institutions? Pourquoi nous avons des magistrats? Pourquoi nous avons des procureurs? Parce que le vol est un crime. Parce que le vol est une déviance. Ça, c'est le message que la société donne à travers le système pénal. Dès lors, on ne peut pas tolérer que M. Biya vole 32 PV. Et nous acceptons et nous reconnaissons sa victoire. C'est-à-dire que ce n'est plus seulement un enjeu politique. Non, c'est un enjeu moral. C'est ce que j'essaie de démontrer dans mon chat. Lors des discussions au Conseil constitutionnel, Maurice Kamto tient un discours devant les magistrats. Et juste à côté, en sourdine, Grégoire Ouna lui pose une question. Pourquoi tu nous fais ça, Maurice? Je crois que vous avez vu cette... Le journaliste fouine partout, il faut que je sache. Oui, il fallait. Je ne l'ai pas complètement lu, mais je l'ai parcouru pour comprendre avant de vous recevoir. Vous vous sentirez offusqué si vous interrogez sur vos livres sans avoir lu. Je ne l'ai pas interrogé, mais j'ai quand même pris connaissance. Il y a effectivement cet épisode-là qui, au Conseil constitutionnel, je crois, c'est avant. Ça se passe avant que Maurice Kamto intervienne sur ce discours qui est historique, qu'on connaît tous. Et il se retrouve donc à l'extérieur. Et Grégoire, je ne vais pas raconter cette scène entièrement qui est dans le livre. Qui est dans le livre. Grégoire, Maurice, pourquoi tu nous fais ça? Tu nous fais ça, ça dit tout. C'est-à-dire que pourquoi tu nous fais ça, ça dit tout. C'est-à-dire que c'est une phrase qui traduit en fait la psychologie du groupe dominant. Et Grégoire, on a justement fait partie de cette caste que j'ai décrit tout à l'heure. Parce que quand je parle de galaxies, il y a beaucoup de galaxies occidentales bizarres. En vérité, c'est pas de l'ethnie dont il s'agit. C'est-à-dire que c'est des gens qui autour de la première dame sont dans la même logique. Et ces gens, vous les retrouvez à l'ouest, Cameroun, à l'extrême nord. Il y a toute une jeune génération qui justement s'est approprié les institutions. Et regarde, on a qui est de la vieille garde, mais fait partie de ce réseau-là. C'est pour ça qu'il dit nous fait ça. Le nous qui sommes au pouvoir, nous qui tenons l'appareil, nous qui voulons survivre. Donc, il y a ce nous. Ce nous-là, il traduit tout. Monsieur Grégoire Ouna, vous êtes décidément un habitué de telles paroles. Mercredi 27 mars 2019, lors de la levée du corps de Wali Mouna, vous m'aviez demandé, mais tu veux m'interviewer? Est-ce que ça avait même passé sur la CRTV? Tout pour vous, ça tourne autour. Et je vous ai dit que vous étiez le bienvenu sur JMTV+, pour qu'on parle du RDPC. J'attends toujours, monsieur Grégoire Ouna. Venez, j'ai des questions à vous poser. Voilà, voyez Boris Berthaud. Hein? Bon, alors la casse des ambassades, on en a déjà parlé. Maurice Kamto serait un caillou dans la chaussure de quelqu'un, de quoi ça? C'est un caillou dans la chaussure du régime, parce que nous sommes dans la lutte de pouvoir. C'est comme ça qu'il faut comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que nous sommes dans une lutte de pouvoir.
Maurice Kamto conteste le projet de succession de créer il l'a dit, qui est en cours et il a la base nécessaire, c'est-à-dire que c'est à la fois on peut être surpris par l'ascension fulgurante de Kamto, mais également l'organisation qu'il a pu mettre sur pied, parce que le MRC c'est véritablement une machine politique. Comme le fut l'UMP à un certain moment ici en France, en 2003. Tout à fait. Et donc, autant on peut être surpris par tout ce qu'il a pu organiser autour de lui, autant il faut également savoir qu'il a posé les jalons d'une lutte face au régime Biya qui n'est pas prêt à lui concéder le moindre avantage possible. Donc, ils vont tout faire. Ils font actuellement tout, c'est ce qui justifie son incarcération. Ils font tout pour l'empêcher de conquérir le pouvoir, parce que c'est ça son ambition. C'est même pour cela qu'on fait de la politique. Dernière partie de ce chapitre, avant d'aller dans la généralité, les questions que les populations m'ont envoyées pour vous. La brigade anti-Sardina, la fameuse BAS, est-elle une création du MRC de Maurice Kamto ou bien un mouvement spontané à l'image des Gilets jaunes en France? Je ne sais pas pourquoi le MRC devait créer une brigade dans tout ça. Je ne sais pas. Moi aussi j'ai entendu, comme vous, ce discours qui est en fait également produit par les institutions. Il faut savoir que la communication en politique, elle est fondamentale, elle est même essentielle. Parce qu'elle permet également au pouvoir de construire son ennemi. La quête d'un ennemi, la construction d'un ennemi, elle est essentielle dans la lutte politique. Et le pouvoir de M. Biya excelle justement à travers ses créations permanentes d'un ennemi. C'est historique, c'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, on avait Marafa Amueya et la population du Nord. Après, on a eu les anglophones qui menaçaient la souveraineté et l'unité nationale. Aujourd'hui, on a Maurice Kamto et le complot entre guillemets. Vous voyez, c'est permanent. En 84, on a eu également avec le coup d'État. Les gens du Nord, en 92, c'était le complot anglo-bamileke. Anglo-bami de Joseph Owona. Tout à fait. Donc, on est dans cette logique. C'est pas seulement propre au régime de Yaoundé, c'est propre à tous les pouvoirs politiques. Il faut toujours créer un ennemi à qui on va accoler certaines étiquettes. Donc on peut dire que c'est de bonne guerre, mais c'est de la politique. Donc assimiler le MRC à la base, c'est le MRC participe justement de cette logique de stigmatisation et d'étiquetage du MRC. La base est un mouvement spontané, c'est-à-dire qu'il suffisait d'être simplement attentif à l'évolution de l'actualité politique au Cameroun pour se rendre compte qu'il y avait quelque chose en sourdine qui émergeait. Et quand je raconte un peu cela dans cet ouvrage, les contestations de la diaspora ou les mobilisations que nous observons aujourd'hui prennent leurs racines bien avant l'élection présidentielle. Des frustrations. Tout à fait. Donc, et on sait très bien que beaucoup de personnes qui se retrouvent dans la base aujourd'hui sont celles qui manifestaient déjà devant l'ambassade du Cameroun à Paris avant l'élection présidentielle. Oui. Donc il faut... On ne peut pas attribuer au MRC la création de la base qui est un mouvement indépendant. Dans mon investigation, je me suis rendu compte que beaucoup de ces jeunes gens sont ceux qui en ont eu marre après la crise de la faim en 2008, qui ont vu leurs amis être tués et qui ont décidé de quitter le Cameroun tout simplement, coûte que coûte, vaille que vaille. Ils ont pris le désert, ils ont pris tout ça. Ce sont ces enfants-là qui ne pouvaient pas s'exprimer au Cameroun, qui s'expriment aujourd'hui en Occident. Ne faites pas semblant de ne pas le savoir. Je vais ajouter que je n'aurais pas été journaliste, peut-être je serais de la base, car j'ai été également frustré au Cameroun du fait d'être bamileke. Je n'avais pas droit à grand-chose. Je serais rentré à la FM 94, mais j'étais trop bamileke pour cela. Je suis bien content d'être sujet NTV+ aujourd'hui, après avoir ouvert des chaînes comme Vox Africa que vous regardez. Donc voilà. Alors, Boris Berton, les questions que les téléspectateurs me chargent de vous poser sont celles-ci par exemple. L'arrestation de Maurice Kamto, Albin Zongan, Penda Ekoka, Jean-Claude Djoko, Alain Fogué, bref, tout ce staff du MRC eut lieu le lundi 28 janvier
2019. Nous tournons cette émission le lundi 22 juillet 2019. Donc dans 8 jours, cela fera exactement 6 mois. Y a-t-il une once d'espoir de les voir libres dans les prochains jours? Ils seront libérés. Ils seront libérés. Allez, dites-nous tout, vous semblez tout savoir. Non, ils seront libérés. Oui, s'ils sont libérés dans 20 ans, ça sera pas la même chose. Ils seront-ils libérés dans les prochains jours? Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Non, je n'ai pas l'agenda de M. Biya. Car c'est M. Biya qui décide. Ce n'est donc pas la justice. C'est un procès politique et c'est pas moi qui le dis. Par contre, c'est l'avocat Dupond-Moretti l'a dit la semaine dernière sur le plateau, un plateau confrère. Donc, c'est un procès politique, c'est connu. C'est d'autant plus politique que la semaine dernière, on a assisté à la libération de 79 prisonniers politiques à l'espace d'une semaine. On sait très bien que les libérations des prisonniers politiques sont exigées à la fois par l'Union européenne, par l'Union africaine, par les États-Unis, par les organisations de défense des droits de l'homme. Mais pourquoi encore c'est à la fois intéressant de s'y appesantir, c'est simplement parce que des gens sont arrêtés le même jour pour les mêmes faits, mais certains sont libérés et pas d'autres. D'autres sont envoyés dans un tribunal civil et d'autres sont envoyés dans un tribunal militaire. C'est par exemple le cas de Mamadou Mouta. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de cohérence dans la démarche. Ça prouve également qu'il y a beaucoup le pouvoir est en difficulté sur cette question. C'est pour ça que je dis qu'ils seront libérés. Avez-vous des informations sur le cas Mamadou Mouta? J'ai eu dire qu'il a été tabassé au bureau d'un procureur ces jours-ci et enlevé d'un Kondengui. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Ça, c'était justement le jour où on lui a signifié sa détention provisoire. Et pour vous montrer l'étendue du ridicule dans ces procédures contre les militants du MRC et les membres de la coalition, c'est qu'ils ont été enfermés sans mandat de détention. C'est-à-dire qu'on arrête des gens, on les envoie dans les commissariats et sans qu'ils ne passent devant un magistrat, ils sont jetés en prison. Je n'ai pas fait du droit, mais le bon sens me fait penser qu'il y a vice de procédure. Tout à fait. Ce qui fait que cela pourrait même se retourner contre le gouvernement. Tout à fait. Et d'ailleurs qu'ils exigent actuellement 61 milliards de francs CFA de dommages. Mais vous savez, je n'ai pas fait du droit, mais j'ai envie d'être l'avocat. Ils exigent juste 61 milliards au gouvernement du Cameroun. Donc il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de logique ni dans les arrestations, ni dans les procédures en cours, parce que je ne sais pas comment on va expliquer aux donateurs du Cameroun, parce que l'Union européenne est le premier partenaire économique. L'Union européenne finance de nombreux projets sur le Cameroun, et comment on va leur expliquer que Maurice Kamto est jugé et condamné par un tribunal militaire? C'est-à-dire que je ne sais pas par quelle alchimie. À ce propos, samedi 27 avril dernier, Madame Maria Arena, eurodéputée belge, qui a poussé pour la résolution du Parlement européen, m'a accordé une interview que vous pouvez retrouver sur GMTV+, et aller dans votre sens. Parler de la fermeture de ces robinets, car on ne peut pas financer un pouvoir qui ne respecte pas les droits de l'homme. Elle vient brillamment d'être réélue, elle est portée à la tête de la Commission des droits de l'homme au Parlement, donc ça ne devrait pas s'arranger. Tout à fait, donc il y a cette démarche qui est entreprise par l'UE. Ça, je vous parle également du secrétaire maintenant du secrétaire d'État américain aux affaires étrangères, Tibor Nagui, qui, avant son arrivée au Cameroun, a dit clairement que les gens perçoivent l'arrestation de Maurice Kamto comme une arrestation politique. Et il a dit avant de se rendre au Cameroun, donc, et demain, comment on va expliquer également aux Américains que Kamto soit jugé par un tribunal militaire? Il paraîtrait qu'on va plutôt l'expliquer aux Russes. Il semblerait qu'après avoir reçu Tibor Nagui le lendemain, M. Biya recevait l'ambassadeur russe. Vous en savez quelque chose, vous qui êtes... Toute cette propagande gouvernementale qui semble minorer l'influence des Européens et des Américains sur le Cameroun vise simplement à contenter la base. Mais en réalité, les grandes puissances sont ce qu'on appelle les zones d'influence.
disons, d'influence. Pour l'instant, le principal soutien de Biya reste Paris, qui, en dépit du fait que le gouvernement de M. Macron affiche de plus en plus ses distances par rapport au régime de Yaoundé, d'où le limogeage du dernier de Thibault. Gilles Thibault qui était ambassadeur. Qui était ambassadeur yaoundé, qui a été limogé. Il n'a pas été, la vérité c'est qu'il est limogé. Et donc, même pourquoi l'a-t-on limogé? Il a été limogé pour ses connivences avec le régime de Biya. On parle de même d'acte de corruption. Donc, c'est un peu la même chose. Hein. L'autre, là, l'ancien ambassadeur, là, Yves quelque chose. Il est toujours conseiller à la présidence, là? Yvon quelque chose, là? Omnes? Je sais pas. Ancien ambassadeur de France qui devient plus tard conseiller de M. Biya. Un mélange de jazz, bon. Il a été chassé, donc mais Paris, pour l'instant, reste son principal soutien. Car lors de la résolution du Parlement européen, Paris était réticent du vote. Les députés, certains députés français étaient réticents. C'était les députés de l'extrême droite française. Et il faut savoir qu'il y a eu toujours un amour entre l'extrême droite française et les dictatures africaines, premier élément. Et deuxième élément, je pense que l'analyse qui voudrait que Paris était réticent n'est pas très juste, dans la mesure qu'aucune résolution ne pouvait passer sur le Cameroun sans passer par le Quai d'Orsay. Ah bon? Sans passer par l'Élysée. Aussi simple que cela, puisque ce sont les groupes parlementaires qui votent. Les résolutions sont débattues dans les groupes parlementaires, sont amendées avant de passer en commission. Les groupes parlementaires et le Quai d'Orsay ensuite. Au sein de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il y a toute une procédure quand on veut adopter un texte législatif. On remet dans les groupes parlementaires et les groupes parlementaires sont constitués des députés qui appartiennent à des partis politiques en France. Donc quand ils reçoivent donc une copie, ils transmettent tout naturellement à la représentation nationale qui, elle également, comme c'est une question politique, va faire ses propositions, ses amendements, ses suggestions. Donc, on ne peut pas penser que les Français, notamment le PS ou encore... Le PS, ça existe encore? Non, je parle... Moi, je ne sais pas, je suis français, mais le PS est mort. Là. On ne peut pas penser que les députés de gauche, de la République en marche, de la droite ou de la République n'étaient pas au courant de cette évolution. Donc. Mais vous avez vu qu'ils sont tus. Leur silence, par contre, c'est le texte qui est très dur, montre très bien que même si l'Élysée n'a pas encore officiellement affiché sa démarcation par rapport à M. Biya, leur silence traduit la gêne d'une certaine classe politique, peut-être pas de tout le monde, mais on sent très bien que beaucoup d'hommes politiques français sont actuellement gênés par rapport à la situation du Cameroun, notamment la crise dans la zone anglophone. Gêné au point d'envoyer 100 millions d'euros pour payer les fonctionnaires. J'ai lu un document il y a quelques jours sur cette somme allouée au Cameroun par Paris. C'est des relations d'État-État, ça, c'est des relations d'État-État, c'est-à-dire que des gens peuvent être gênés, mais ils n'ont pas les clés du pouvoir. Ils n'appartiennent pas au gouvernement, ils sont députés par exemple, donc, et prêter de l'argent à l'État du Cameroun pour payer les fonctionnaires, ça, un État peut prendre cette décision, ce qui ne veut pas dire qu'on cautionne la politique qui est menée sur le terrain. Donc on vous donne de l'argent pour payer vos fonctionnaires, mais on peut critiquer également votre gestion de la crise. Je puis vous dire ici qu'il y a beaucoup de manœuvres de pression de la France actuellement sur M. Biya pour trouver une solution. Mais jusqu'à quand cette perfusion-là? Jusqu'à quand Paris se permettait-il de payer les fonctionnaires camerounais, sachant qu'en France, dès le premier jour de son mandat, Emmanuel Macron a supprimé 5 euros aux nécessiteux sur leurs APL, hein? Je sais pas d'où vous tenez vos informations sur le fait que Paris... J'ai lu un document, à moins qu'il soit faux. Les fonctionnaires, mais le document dont vous faites allusion, c'est ce que j'ai également lu. Je crois que c'est un prêt. Donc, un prêt à taux zéro. C'était un prêt, je ne connais pas très bien l'usage qui a été fait, mais ce que je veux simplement dire, c'est que le prêt ne veut pas dire qu'on cautionne la politique. C'est-à-dire qu'on peut décider de prêter de l'argent à un partenaire historique, tout en lui disant,
par la suite, ou tout en formulant par la suite notre appréciation par rapport au jeu politique. Donc, c'est ce que Paris est en train de faire, et comme je le disais tout à l'heure, Paris, à d'autres niveaux, je ne peux pas le dévoiler ici, fait d'énormes pressions contre le régime, des pressions même économiques, actuellement. Donc, il y a des choses qui sont en cours, mais il faut savoir que le problème que nous avons au Cameroun, c'est qu'on a une extrême droite qui est au pouvoir. Donc, et ce sont des radicaux qui ne mesurent pas les risques qu'ils font courir, non seulement au Cameroun, en matière de paix et de sécurité, mais également à la sous-région. La sous-région, c'est quand même le poumon économique de la sous-région. Donc c'est ça. Donc on a à la tête de la République du Cameroun cette caste-là corrompue qui prend des risques très importants. Cela me permet de rendre hommage à Madame Ouassango, qui est décédée il y a 2-3 ans bientôt, qui me disait un jour au Gabon, le problème de l'Afrique centrale, c'est le Cameroun. Si le Cameroun fonctionnait bien, l'Afrique centrale irait mieux. Bah, c'est possible. C'est possible. Maman Daya, paix à ton âme. Alors, Boris, il y a beaucoup de questions que j'aurais aimé vous poser, hein, mais on passera par la nuit là, car tout se trouve dans Main basse sur la démocratie. On ne peut pas tout vous livrer. Même moi, je dois attendre et je dois lire. Donc, vous courez tout de suite sur Amazon, vous pouvez le commander. Pourrait-on le trouver au Cameroun ? Pas encore, mais nous y travaillons. C'est compliqué, hein? Nous y travaillons. Je préfère dire que nous y travaillons. Vous savez, le mien n'a pas été distribué au Cameroun, voici bientôt 1 an. Hein. C'est trop compliqué de distribuer un livre au Cameroun, hein? Surtout ce genre de livres. Nous y travaillons, mais je crois que le public camerounais aura le livre. Nous sommes en train de discuter avec certains partenaires sur la question. Ne fouillez pas les valises des gens à l'aéroport, hein, ils ont le droit de lire. Hein? Bon, cher Boris, si vous aviez un conseil ou bien un mot à passer à la population camerounaise et même africaine qui vous regarde, que leur diriez-vous? Votre mot clôturera cette émission. Seule la résistance paye, c'est de la libère. Et Frantz Fanon écrivait: chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Aujourd'hui, la jeunesse africaine doit se poser cette question. Quelle est notre mission? Est-ce que notre mission, c'est d'accepter de continuer de vivre dans des sociétés corrompues, dictatoriales, qui construisent un ensauvagement de la société, ou c'est se battre pour construire des sociétés plus démocratiques, plus libres et mieux gouvernées? Je pense qu'il faut se battre pour le dernier choix. Chers téléspectateurs de GMTV+, du bœuf politique, nous arrivons au terme de cette émission. Notre invité a donc été Boris Berthaud, comme vous le savez, avec ses livres Main basse sur la démocratie, secret d'un complot d'État contre Maurice Kamto, que vous pouvez commander dès à présent sur Amazon. On se retrouve dans quelques jours sur ce même plateau avec d'autres personnes, mais avant de clôturer, sachez que le camp d'en face est éternellement invité. Donc tout militant du RDPC qui veut s'exprimer, mon numéro est public, c'est sur mon site, vous m'appelez ou vous m'envoyez un email, vous viendrez vous asseoir là. Le plus important, c'est de répondre à mes questions, c'est tout. Allez, chers téléspectateurs, on se retrouve dans quelques jours avec un autre invité. D'ici là, malgré la situation très compliquée en Afrique, comme partout ailleurs, gardons quand même la banane, au moins jusqu'ici. À bientôt. Bye bye Boris. Bye bye. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.